Salut les amis de la détection, c'est Actadeus. Aujourd'hui on est ensemble pour le numéro 2 de Detect Mission. Ce que je vais vous proposer aujourd'hui, ça va être un mix des plus belles trouvailles effectuées par nos amis détectoristes en janvier 2018. Et ensuite on verra un super montage vidéo sur l'histoire des rois de France. Allez, c'est parti. Bon, pas facile, hein. Sortie assez difficile, mais là, j'ai fait oui, une sortie difficile parce que, bon, ça fait 3 heures que je galère, pas grand-chose. Deux petites monnaies, deux savonnettes, hein, une petite boucle que j'ai pas filmée. Et là, regardez-moi ça. J'ai pas regardé, hein. J'ai juste vu comme ça. Ça me paraît être une bagouze. Hop, 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 qu'est-ce que c'est que ça? Bagouze en or. Ah oui, ça c'est sûr, c'est de l'or. Vache. Alors là, ça c'est cool. Bon, on va regarder si c'est pas un nom à l'intérieur. Ça, ce serait bien aussi. Apparemment, il n'y a rien du tout. Rien du tout. C'est de l'or, c'est clair. C'est pas beau ça? Oh la vache. Superbe. Je suis super content. J'en fais rarement des bagues. Assez rarement. Là, c'est des poinçons. Oui, ces poinçons là. Ça, c'est cool. Bah voilà, je vous la dédicace à tous, hein, mais là, je suis super content. Là, comme je disais, ouais, j'ai pas mal galéré là. Je tourne, j'ai rien fait. Et là, bingo! Alors ça c'est beau. J'en ai fait une il y a un an et demi, 2 ans peut-être, j'étais avec un pote dans un de ses champs, une alliance. Et là, une bague comme ça, non, c'est ma première fois. Ça c'est cool. Tip top. Allez, je continue. Je vous dis à plus tard. Donc Oliver Twist 98 pour une nouvelle sortie détection avec quelque chose qui s'annonce peut-être pas trop mal, et c'est ma pépette qui a mis les mains dessus. Oliver Twisted. T'as le droit de dire bonjour? Bonjour. Bon, bah écoute, apparemment là, c'est comme elle tient absolument à creuser, et je crois que je vais la laisser creuser un petit peu plus souvent. Attends, vas-y. Alors bah regarde, je crois que tu l'as trouvée, hein. Alors faut la nettoyer doucement quand tu la sors, pas abîmer, mais c'est du blanc et ça a l'air énorme quoi. Fais-moi voir ça, vas-y, essaye de la nettoyer un petit peu. Attends. Oh là 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 là. Ah, regarde comme elle est belle. Attends, oh là là, c'est incroyable. Mais toi, il faut que je te laisse plus souvent déterrer les choses avec moi, hein. Je crois que j'ai vu donc Charles X. Allez, on tourne. Bon, elle est un petit peu encrassée. Oh là là, ça revient. Mais alors, il n'y a rien à nettoyer. Bon, faut dire qu'on a une terre très sablonneuse. Et là, on est juste au pied d'un olivier. Elle est superbe, Rosie. Je crois que c'est une des plus belles monnaies qu'on ait trouvées. Est-ce que tu peux nous montrer la date en dessous? Oh, elle est magnifique. Fais voir, tourne là. Voilà, bouge plus. 1828. 1828. Oh, regarde-moi ça comme elle est belle. Mais incroyable. Bon, mais je crois qu'on va continuer. Hein? On va continuer. C'est superbe. Bon, ben, on fait quoi? Une petite dédicace? Oui. C'est une petite dédicace. Tu sais à qui tu peux faire une petite dédicace? Non. Est-ce qu'ils m'en ont fait une belle? Vas-y. Fais-lui en nom à toi. Oh, tu sais parler quand même. Oui, je sais. Allez, bon, alors on le dit ensemble. Allez, une petite dédicace donc au couple Orsi.
Orcival, t'as pas retenu, hein. Non. Bon, ben voilà, celle-là, elle est pour vous, elle est magnifique. Et puis, suite à votre dédicace faite il y a... je l'ai lu avant-hier, quoi. Allez, on continue. On vous reprend si jamais il y a quelque chose. Il va falloir que tu la nettoies un petit peu, mais là, je crois qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Ensemble les amis. Bon bah allez, moi je vous dis bonne détecte et puis c'est parti, on me suit. Allez, tchuss. Allez les amis, un truc de fou là, premier son. Donc on vient de rentrer, hein, là je suis avec ma fille. Voilà. Et là un petit son à 87, hein. Petit son à 87 assez lointain quand même. Et je dis à ma fille, vas-y va chercher dans le fond là, je vois que ça brille. Et regardez les amis. Merde. Regardez ça, elle me dit, j'ai dit c'est quoi? Elle me dit regarde, c'est une pièce en argent papa. Eh, truc de ouf. Deuxième sortie 2018, deuxième pièce en argent. Ça c'est bon ça. Ah ouais, ça c'est bon les amis. Regardez-moi ça, elle est nickel celle-là. Hein. Vraiment nickel, il manque juste là un petit morceau là. Comment ça fait plaisir. Bon allez les amis. Là je vais éteindre parce qu'il y a vachement de vent hein, par contre. Hein. Vraiment le climat est pas terrible. Hein. Mais ça les amis, c'est du lourd. Donc petite dédicace à Oliver Twist 98 là-dessus. Mon pote, celle-là elle est pour toi. Tes vidéos ils sont méga cool. Et bah voilà, tu la mérites. Allez, tchuss les amis. Bon allez, on continue. Cette fois-ci... C'est ça. Ça a tout l'air d'une monnaie. Ça a tout l'air d'une monnaie. Ah oui. Il y a un écu. Oh. Attends. Et ça brille blanc derrière. Ah. On va y faire une blanche. Voilà, ça sera... Ouais, parce que c'est noirci sur le fond. C'est vachement clair. Ouh, il y a des chances que ce soit une blanche. Alors, vu l'épaisseur, peut-être une blanche ou un billon. Mais c'est une royale. Voyons l'autre face. Il y a des restes. On va faire ça avec délicatesse, mais à mon avis... Ah oui. Oh là, elle va être magnifique. Putain, elle va être magnifique. Ah ouais. Elle va être superbe. Regardez-moi ça. Et ben voilà, c'est un bel après-midi. Ah ouais. Sur le coup j'ai cru que c'était du cuivre, mais en frottant un peu, il y a le blanc qui ressort. Et regardez, de ce côté, il est magnifique. Il est superbe. Il est superbe. Bon nettoyage et puis je vous la ressors nickel. Allez, on continue. Alors là les gars, c'est la super trouvaille. J'ai commencé à la gratter un petit peu, mais là l'effort va payer. C'est ma première blanche gauloise, drachme. Je sais pas que ça représente exactement, mais elle est magnifique, 1 mm d'épaisseur, et là c'est de l'argent, il n'y a aucun doute. Voilà, et ben ça valait le coup de bouger. Là vraiment, avec Jean-Baptiste on est super content. Franchement, ça valait le coup. Voilà, j'espère qu'il y en a d'autres. Ah là là, ça fait quand même plaisir, hein. Ça fait plaisir. Voilà. Et ben, je pense qu'on va pas tarder à bouger maintenant parce que on commence à avoir un peu froid. Mais on n'est pas bredouille. Vraiment super sortie. Paysage magnifique. Et cette merveille. Voilà. Allez, je la dédicace à Monsieur Détection celle-là. Voilà. Allez, à plus les gars.
Bon les potes, c'est la fin, ça y est là, ça y est, le temps c'est horrible là, ça devient tout noir et tout, avant qu'il y ait de l'orage là, parce qu'ils annoncent de l'orage, donc ça devient dangereux. Dernière trouvaille, je suis trop heureux, mon pote, il va être fou, il va être fou. D'ailleurs quand tu vas regarder cette vidéo, tu vas te dire putain l'enculé, à ce moment là je savais pas. Pouf, ça fait plaisir, vous allez voir ce que j'ai sorti là, juste avant de partir en plus, un son qui sonnait à 89, regardez ça. Je vous montre ça en direct live les amis. Une petite blanche Léopold 2. Roi des Belges. Elle est magnifique en plus. Magnifique. 50 centimes ou un truc comme ça. Ouais, 50 centimes. Eh ben nickel, je suis trop refait. Allez. Bien sûr, si on vous fait le bilan final, s'il pleut pas trop. Et sinon, je vous reprends à la prochaine trouvaille en rentrant la bagnole. Bon les potes, nouvelle trouvaille. Bon, j'ai fait une petite mouillou là dans le secteur là. J'ai fait 2-3 objets, je les ai pas filmés, vous les verrez bien en final. Là un son à 66. Alors ici parce que faut le dire, en détection souvent on fait beaucoup de merde. J'ai la poche, elle est déjà remplie au bout de 10 minutes. Donc à la fin les sons, bah, on désespère un peu, mais franchement à chaque fois je me le dis et je me le redis, il faut jamais se décourager. Vraiment s'il y a plein de sons ou qu'il y a beaucoup de merde, ça veut dire que ça va payer à un moment donné. Là, j'avais un son à 66 sur le DE. 66, franchement, j'avais même pas envie de creuser. Je me dis, ça va être encore une putain de bout d'alu ou une merde, comme depuis tout à l'heure, en fait. Ça fait cet indice-là, à peu près, quoi. À 66, puis là, surprise. Je sais pas si vous allez bien la voir. Eh bien, bing, une petite blanche, une 10 cents. Alors, me demander ce que c'est, je sais pas encore, les amis, parce que c'est la première fois que je la vois, celle-là. C'est assez lourd, donc c'est du blanc, hein, je pense. On pensera à du blanc. Donc à voir ce que c'est les amis, en tout cas je suis hyper content d'avoir creusé sur ce son là parce que je voulais vraiment me barrer. Et du coup bah on persiste, c'est cool la matinée qui commence bien. Allez, bah sur ce je vous reprends la prochaine trouvaille. Voilà environ 10 minutes après, la deuxième collègue qui nous a rejoint. Là un trou, quasiment en surface, on voit, et là du coup l'année commence très bien. Petite gauloise en argent. Elle est super. On voit encore bien les reliefs. Voilà. Je vous reprends plus tard, c'est autre chose. Alors, les amis, ici là au niveau de la pelle, regardez-moi cette pavasse de fou que j'ai sortie. Et je vais même pas la toucher, même pas y frotter, parce que je sais pas si vous voyez là sur le bord. Hop, il y a des écritures. Voilà, on voit bien là. De l'autre côté, je la retourne. Et ben de l'autre côté, il y a un portrait. Avec aussi des écritures, donc celle-là je vais bien la mettre de côté, je vais bien la nettoyer et je vous mettrai une pute de photo. Sinon ce serait pas rigolo. Alors regardez, hein. Regardez. Voilà. Alors, je vous dis pas, c'est gelé on va dire sur 5-6 cm. Donc j'ai eu du mal à le percer celui-là. Comme quoi on fait un peu de la chirurgie quand même. Hein. Et regardez ce que j'ai trouvé. C'est là. Alors j'espère qu'il n'a pas trop souffert. Je pense pas. Ça a l'air d'être un petit billon celui-là. Attendez, je vais changer de main. Oh oui, c'en est un. C'en est un pour une petite dédicace là. Ah bah c'est une obole, Robert. Regardez. Elle est superbe. Elle est un petit peu tordue. Il faudra peut-être que j'essaye de la redresser, mais c'est très fragile cela en fait. Voilà. On va pas frotter plus, mais en tout cas c'est une petite obole. Robert d'Anjou. Hein. Voilà. Bon, elle est magnifique. Magnifique petite dédicace. Une petite dédicace. À qui on va la faire celle-là?
Oh là là, je vais être obligé de la faire sur la suivante parce que j'ai pas ma petite liste en tête. Ah, Liberty Detect. Voilà, effectivement. Allez, je vous laisse et je vous reprends à la prochaine. Bon, je vous reprends. Alors là je crois que j'ai fait une trouvaille exceptionnelle. Alors c'est-à-dire que c'est dans ce trou là et ça a sauté juste là, vous voyez. Et j'ai regardé juste comme ça paraît être du blanc et ça a l'air, oh là là, je crois que c'est du blanc. Oh ouais, oh mon dieu, oh trop bien, c'est une louis, une blanche. Oh là 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 là, oh là là, magnifique. Je l'ai vu, j'ai tout de suite su que c'était ça. Oh, je suis super content. Oh, trop bien. Juste là, ça sonnait super bien. Hop, un coup de pelle, enfin un coup de couteau. Et hop, oh, exceptionnel. La deuxième blanche des vacances, j'en faisais jamais avant des blanches. Et là, à deux endroits différents, pourtant je suis pas du tout au même endroit. Deux blanches, une napo et là, une louis. Alors vraiment, ces vignes fétiches, elles sont exceptionnelles. Pourtant, on est passé beaucoup de fois dans ces vignes-là. Hein. Plein de fois, mais là, ça a été retourné. Hop, une des dernières sorties des vacances. Je me suis dit, allez, j'y vais. Et ben, j'ai bien fait. Oh, c'est super. Elle est magnifique. Oh, elle va super bien revenir, je pense. Elle a des super restes. Oh, super. Je suis vraiment super content. On voit le buste, je sais pas c'est quel Louis, ça, je me rappelle plus. Bon, là, on voit pas très bien à la caméra. Elle est un peu abîmée. Puis je crois qu'elle s'est pris un coup là, on voit un trait. Oh, c'est vraiment super. Bah, je vous mettrai une belle photo. En tout cas, ce côté-là, il a l'air magnifique. Allez, je vous reprends à la prochaine trouvaille. Un petit trou, la terre est un petit peu plus tendre là. Soit parce que ça se réchauffe. On voit quelques exercices par là-bas. Oh, j'en perds même mes mots et mes mains sont gelées pour l'instant. Et ben écoutez, je pense à quelque chose d'assez sympathique. Une petite découverte pour Excalibur, tiens. Regardez. Tiens, c'est pour toi ça, Excalibur. Et je pense encore une petite obole. Une petite obole. Écoute, on va pas la frotter. On va pas la frotter, on va la garder telle quelle pour toi. C'est pas une petite obole, je ne connais pas cette monnaie. Elle a quelque chose de bien sympathique en tout cas. Vous voyez, ici. Première fois que j'en fais une comme ça, tiens. C'est un petit billon, ça c'est sûr. Ou un petit denier, avec sa petite croix. Hop, on frotte pas plus. Stop. On s'arrête là et puis on va poursuivre. Hein. Ça m'a l'air bien sympathique ça encore. Allez Excalibur, c'est pour toi ça. C'est con que la nuit tombe vite, hein, parce que franchement je serais bien resté. Hein. Ici on commence à se faire plaisir. Il y a quasiment plus de déchets ou très peu. Et puis ici je vois une petite butte et puis bien argileuse, pleine de craie. J'y passe le détecteur, un petit son sympa et je crois que j'ai vu quelque chose de pas mal du tout. Donc on va regarder ça ensemble. Et j'ai pas regardé, hein. Je l'ai juste vu vite fait et j'ai stoppé pour vous faire partager ça avec moi. Bon, regardez-moi ça là. Ouh, ça ressemble à du médier ça. Oh que c'est joli. Oh putain yes. Bon, je vais pas trop la frotter. Parce que j'ai pas envie de la foutre en l'air. Oh la vache, super. Waouh, elle est magnifique. Elle est magnifique. Ah bah je suis bien content. Elle a quasiment pas fait de monnaie à part les deux monnaies en alu là. Et puis ici, waouh. Apparemment elle est super belle. Au niveau nettoyage, je m'arrête là. C'est sûr que j'aurais envie de vous la faire partager tout de suite maintenant avec moi et vous en montrer plus, mais par expérience je sais qu'il faut pas faire le con. Ouais, les copains là je suis fou. Hein. Vous voyez ici ma première médier et je suis juste à côté. Hein. Et j'ai plusieurs sons. Hein. Là je viens déjà d'en sortir une autre. C'est à peine en surface. J'ai déjà vu. Et c'est une autre monnaie médiévale. Elle est ici. On voit bien le vert de gris. Alors, on va prendre ça ensemble.
J'ai pas regardé. Hein. Je l'ai juste sorti. Waouh, qu'est-ce que c'est que ça encore? Eh ouais, super. Une autre monnaie médiévale. Bon, c'est pareil, hein, je vais faire pareil que tout à l'heure. Hein, je vais pas frotter. Je vous en fais profiter et de toute façon vous aurez une photo au moment où elles seront nettoyées. J'ai vraiment pas envie de faire de dégâts. Je sais que elles sont super fragiles ces monnaies. Ah bah je suis bien content. Putain, après une bonne après-midi de galère là, une autre monnaie, a priori c'est pas la même. Et ça ressonne, hein. J'ai encore un son. Hein. Et on va retenter tout de suite. Un son. Ah, j'ai pas mis l'indice sur le Deus. Je vous montre ça. C'est pas tous les jours Noël, mais là je crois que c'est bien parti pour. Ici, je viens de la sortir. On va faire ça avec vous. Waouh, 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 waouh. Waouh. Putain, quel bonheur. Bon, je vais pas insister sur le nettoyage, puis il y a la nuit qui arrive et je vous montrerai le résultat. Et voilà, la quatrième. Elle est ici, je vous montre ça. Waouh, c'est que du bonheur. Wow, à des moments comme ça, on en rêve, sans déconner. Bon, j'ai de moins en moins de lumière, forcément. Pour la pointe, ça va pas être terrible. Et encore une belle monnaie médiévale. Enfin, j'ai vachement de mal à faire la pointe. Allez, je vous reprends. De retour les amis. Je vais faire le tour. Je suis abonné aux blanches tout le temps. Ouais. J'en ai marre du pour blanc. Manu. C'est bon, j'en ai rien cul. Faut du jaune moi. Ouais. 1 franc. Félicitations. Non. Ah, je sais pas qu'est-ce qu'elle a. J'ai dû lui mettre un coup à la caméra, mais ah si ça y est là. Hop. Impeccable. Ah, bravo à toi. Bon bah attends, je préfère l'autre. Un petit trop haut. Ah ouais. Ouais, elle est pas. Ah ouais, si ça va. Ça va. Il y a des restes quand même. Hop. Ah, la patine a craquelé. Ouais, c'est net. Voilà, super trouvaille. Ouais. Il a quoi le machin? Impeccable. Ah, ça y est. Voilà. Bon, il a fait d'autres trucs, on verra peut-être tout à l'heure. Hop. Bon, qu'est-ce que t'as trouvé? Je sais pas, regarde. Ça sonne comment? 79, 82. Bon, bah, c'est une tirette que t'as trouvée. C'est bourré de tirettes là. Ouais. 76, mais non. 76, 77, ça va pas être une tirette. Bah si. Pourquoi ça serait pas une tirette? Tiens, la tirette. Qu'est-ce que c'est? Une 5 centimes du puits, t'as trouvé? Ah, elle est de 1907. Eh ben dis donc. C'est une première pour moi. Elle est quasi neuve. Quand elles étaient neuves, elles étaient comme ça. Elle est même pas usée ta pièce. Ouais, hein. En général, elles sont flinguées. Parce qu'elles sont très très peu gravées. Elle est en très très bel état. Super patine. Ah ouais, c'est une Dupuis. 1907. C'est la première que je fais. Il faut dire que les terrains comme ça, sablonneux, conservent bien les monnaies. Hein. Oui. Ça, c'est un truc qui a été perdu ici. Hein. Ça vient pas du compost. Ça. C'est pour ça qu'elle est en bel état. Eh ben, super. Excellent. Ah ouais, c'est une jolie monnaie. Et on reste dans le métal de cloche avec cette fois-ci une monnaie. Salut les amis de la détection, c'est Actadeus. Aujourd'hui, on est ensemble pour le numéro 2 de Détect Mission. Ce que je vais vous proposer aujourd'hui, ça va être un mix des plus belles trouvailles effectuées par nos amis détectoristes en janvier 2018. Et ensuite, on verra un super montage vidéo sur l'histoire des rois de France. Allez, c'est parti! Bon, pas facile, hein. Sortie assez difficile, mais là, j'ai fait une sortie difficile parce que bon, ça fait 3 heures que je galère, pas grand chose. 2 petites monnaies, 2 savonnettes, une petite boucle que j'ai pas filmé.
Et là, regardez-moi ça. Je n'ai pas regardé, hein. J'ai juste vu comme ça. Ça me paraît être une bagouze. Hop, 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 qu'est-ce que c'est que ça? Une bagouze en or. Ah oui, ça c'est sûr, c'est de l'or. Vache. Alors là, ça c'est cool. Bon, on va regarder si c'est pas un nom à l'intérieur. Ça, ce serait bien aussi. Apparemment, il n'y a rien du tout. Rien du tout. C'est de l'or, c'est clair. C'est pas beau ça? Oh la vache. Superbe. Salut les amis de la détection, c'est Actadeus. Aujourd'hui on est ensemble pour le numéro 2 de Detect Mission. Ce que je vais vous proposer aujourd'hui, ça va être un mix des plus belles trouvailles effectuées par nos amis détectoristes en janvier 2018. Et ensuite on verra un super montage vidéo sur l'histoire des rois de France. Allez, c'est parti. Bon, pas facile, hein. Sortie assez difficile, mais là, j'ai fait une sortie difficile parce que bon, ça fait 3 heures que je galère, pas grand chose. 2 petites monnaies, 2 savonnettes, une petite boucle que j'ai pas filmée. Et là, regardez-moi ça. J'ai pas regardé, hein. J'ai juste vu comme ça. Ça me paraît être une bagouze. Hop, 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 qu'est-ce que c'est que ça? Une bagouze en or. Ah oui, ça c'est sûr, c'est de l'or. Vache. Alors là, ça c'est cool. Bon, on va regarder si c'est pas un nom à l'intérieur. Ça, ce serait bien aussi. Apparemment, il n'y a rien du tout. Rien du tout. C'est de l'or, c'est clair. C'est pas beau ça? Oh la vache. Superbe. Je suis super content, j'en fais rarement des bagues. Assez rarement. Je regarde s'il y a des poinçons. Oui. Des poinçons là. Ça c'est cool. Bah voilà, je vous la dédicace à tous, hein, mais là je suis super content. Là, comme je disais, ouais, j'ai pas mal galéré là. Je tourne, j'ai rien fait. Et là, bingo! Alors ça c'est beau. J'en ai fait une il y a un an et demi, 2 ans peut-être, j'étais avec un pote dans un de ses champs, une alliance. Et là, une bague comme ça, non, c'est ma première fois. Ça c'est cool. Tip top. Allez, je continue. Je vous dis à plus tard. Donc Oliver Twist 98 pour une nouvelle sortie détection avec quelque chose qui s'annonce peut-être pas trop mal, et c'est ma pépette qui a mis les mains dessus. Oliver Twisted. T'as le droit de dire bonjour? Bonjour. Bon, bah écoute, apparemment là, c'est comme elle tient absolument à creuser, et je crois que je vais la laisser creuser un petit peu plus souvent. Attends, vas-y, alors, bah, regarde, je crois que tu l'as trouvée, hein. Alors il faut la nettoyer doucement quand tu la sors, pas abîmer, mais c'est du blanc et ça a l'air énorme quoi. Fais-moi voir ça, vas-y, essaye de la nettoyer un petit peu. Attends. Oh là 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 là. Oh, regarde comme elle est belle. Attends, oh là là, c'est incroyable. Mais toi, il faut que je te laisse plus souvent déterrer des choses avec moi, hein. Je crois que j'ai vu donc Charles X. Allez, on tourne. Bon, elle est un petit peu encrassée. Oh là là, ça revient, mais alors il n'y a rien à nettoyer. Bon, faut dire qu'on a une terre très sablonneuse. Et là, on est juste au pied d'un olivier.
Elle est superbe, Rosie. Je crois que c'est une des plus belles monnaies qu'on ait trouvées. Est-ce que tu peux nous montrer la date en dessous? Oh, les mains. Que je fantasme ou peut-être que machin, mais je sais pas. Alors est-ce que c'est une merde ou je sais pas, ou je sais pas. Est-ce que c'est de l'alu? Je sais pas. Allez, j'ai pas regardé, on va regarder ensemble, ça va être la découverte. Et on va savoir ce que c'est. Oh putain. Oh, c'est pas possible. C'est pas possible. Oh putain, c'en est encore une. Oh putain, Kaiser en bas là, je le vois. Un petit peu tordu, mais bon, on s'en fout quoi. Oh là 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 là, c'est pas possible. C'est pas possible. Putain, en ce moment, je sais pas ce que j'ai. Je sais pas, je vais téléphoner, là, voir si ma femme est encore à la maison, là, c'est pas possible. Allez, on retourne de l'autre côté, là. Elle est un petit peu tordue, quoi, mais enfin, c'est pas grave. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh putain, c'est beau. Excusez-moi pour les gros mots, quoi. Oh la vache. Regardez-moi ça. Oh la vache. Oh putain, elle est un petit peu cassée là ou quoi? Non, je sais pas. C'est du relief. Ah, je sais pas. Oh la vache. Dans quel sens c'est? Je sais pas. Oh, c'est assez gras aujourd'hui, quoi. Ah, voyons, c'est sympa comme tout. Je sais pas ce que ça peut être. Je vois pas de... Apparemment, elle a dû être cassée un petit peu, là, c'est dommage. Bon les amis, j'espère que ça vous a plu. De très belles trouvailles, des super dédicaces. Donc maintenant nous passons à l'histoire des rois de France. C'est parti. Salut Internet. On est en 481. Pour la première fois de l'histoire, un mec réussit à unifier tous les Francs et devient leur roi. Ce mec, c'est Clovis Ier. Alors oui, on aurait pu parler du papa Childéric, du grand-papa Mérové, de l'arrière-grand-papa Clodion le Chevelu, et pourquoi pas remonter jusqu'à Vercingétorix, ou même jusqu'à qui était le chef de la tribu des pieds poilus en 40 000 avant Jésus-Christ. Mais il faut bien débuter quelque part, et ce début, c'est Clovis, premier roi de tous les Francs et fondateur de la dynastie des Mérovingiens. Ouais, on dit roi des Francs parce qu'à l'époque on ne gouverne pas sur un territoire avec des frontières fixes, mais sur des sujets. Clovis, il s'est marié 3 fois, mais n'a fait des enfants qu'avec 2 de ses reines. Et parmi tous les gosses, il y en a 4 qui nous intéressent. Thierry, oui, en 485, il y avait déjà un mec qui s'appelait Thierry, puis Clodomir, Childebert et Clotaire. Paye les noms franchement. Clovis meurt en 511 et laisse derrière lui un immense territoire à partager entre ses 4 fils. Thierry hérite du royaume de Reims, Clodomir du royaume d'Orléans, Childebert du royaume de Paris et Clotaire du royaume de Soissons. Ils sont donc tous les 4 rois en même temps. Clodomir épouse Gondioque, qui lui donne 3 fils, Thibaut, Gontier et Clodoald. Lui, il renonce à la royauté pour devenir ermite et moine. D'ailleurs, après sa mort, il est canonisé, et aujourd'hui, il a même une station de métro parisienne à son nom, mais on s'éloigne du sujet. Quand Clodomir meurt sur le champ de bataille en 524, Clotaire et Childebert se mettent d'accord pour tuer leurs 2 autres neveux. Comme ça, pas de succession de ce côté-là. D'ailleurs, la fameuse Gondioque, une fois ses 3 enfants disparus et son mari mort, elle décide de se remarier avec Clotaire, son beau-frère et accessoirement meurtrier de ses enfants. Ah ouais non mais je vous préviens, l'histoire de France elle est assez particulière. Bon, pendant ce temps, Thierry fait un enfant, Tibère, qui va pas chercher très loin le nom de son propre fils, Thibaut. Devenu roi, Tibère s'entend bien avec ses oncles, il participe même à la conquête de la Bourgogne avec tonton Clotaire et Childebert. Son fils Thibaut, qui est handicapé de naissance, lui succède en 548, mais meurt après 7 ans de règne. Complètement impotent, il laisse derrière lui aucun successeur. Du coup, c'est Clotaire qui récupère le royaume de Reims. Childebert meurt 3 ans plus tard, sans descendant non plus, ce qui permet à Clotaire de réunifier tous les Francs sous la même bannière pour la première
première fois depuis Clovis. Et pas pour longtemps. Clotaire meurt 2 ans après, en 561, et comme son père, il avait une tripotée de femmes, une tripotée d'enfants, dont 4 successeurs légitimes. Charibert, Chilpéric, Sigebert et Gontran. Bim, division du royaume des Francs en 4. Oui, encore une fois. Charibert, roi de Paris, n'a eu aucun prétendant au trône à sa mort. Son frère Gontran, qui a hérité du royaume d'Orléans, c'est pareil. À sa mort en 592, il désigne donc comme successeur son neveu Childebert II, qui avait déjà hérité du royaume de son père Sigebert Ier. Chilpéric, héritier du royaume de Soissons, il a aussi fait sa ribambelle de gamins avec la reine Frédégonde. 10 en tout, dont un seul survit assez longtemps pour prétendre à la succession. Ce survivant, c'est Rambo. Ouais, non, en fait, c'est juste Clotaire II, désolé. Bon, à partir de là, le royaume des Francs se divise donc en 4 royaumes. L'Austrasie et la Bourgogne reviennent à Childebert, la Neustrie et l'Aquitaine à Clotaire. Childebert, il a 2 successeurs. Le premier, Tibère II, dont les 2 enfants meurent en bas âge et qui hérite de l'Austrasie. Et le deuxième, Thierry II, qui hérite du royaume de Bourgogne, puis de l'Austrasie à la mort de son frère. Entre-temps, son fils Sigebert II est né. Ce dernier ne règne que quelques mois sur l'Austrasie et la Bourgogne avant de se faire capturer, puis tuer par le cousin de son grand-père, Clotaire II, qui devient par conséquent roi de tous les Francs. Enfin, on va pouvoir se concentrer sur une seule branche de cet arbre. Mais bon, ça reste un gros bordel quand même. C'est avec sa deuxième femme, Bertrude, qu'il aura ses 2 successeurs, Dagobert Ier et Charibert II. Charibert hérite du royaume d'Aquitaine, tandis que Dagobert, en tant que fils aîné, reçoit tout le reste. Quand Charibert meurt sans successeur, Dagobert récupère l'Aquitaine jusqu'à sa mort en 639 d'un flux de ventre, d'une bonne vieille gastro quoi. Il laisse derrière lui 2 successeurs, Sigebert III et Clovis II, dit le fainéant. Pour le premier, l'Austrasie, et pour le second, la Neustrie et la Bourgogne. Alors le fainéant peut-être, mais visiblement pas dans tous les domaines, hein, ça l'a pas empêché de faire 3 successeurs, en la personne de Clotaire III, Childéric II et Thierry III. De son côté, Sigebert adopte un fils après 5 ans de mariage infécond avec Chimnechilde, sa reine. Place donc à Childebert III, dit l'adopté, dont on dit que c'est le fils de Grimoald, le maire du palais et régent pendant le règne de Childebert III. Le maire du palais, en gros, c'est le plus haut dignitaire du royaume, une sorte de premier ministre avant l'heure. Et du coup, le régent, c'est celui qui gère le royaume quand le roi est considéré trop jeune ou inapte à gouverner. Sauf que 2 ans après l'adoption, coup de théâtre. Chimnechilde donne finalement naissance à un garçon, Dagobert II, mais quand Sigebert finit par mourir, Grimoald se débrouille pour évincer du trône le petit Dagobert et y laisser son fils. Ah non mais je vous jure, c'est des scénarios de film, hein, l'histoire de France. Bon, pendant ce temps, ça complote sec chez les descendants de Clovis II. Childéric II fait tuer Childebert III pour récupérer l'Austrasie. En Neustrie, Clotaire III hérite du trône à 5 ans, hein, il est un petit peu jeune. La régence est donc assurée par sa mère, Bathilde, puis par le maire du palais, Hébroïne. Une belle enflure celui-là, vous allez voir. Clotaire III meurt à 20 ans, sans laisser de successeur. C'est Childéric II qui récupère son royaume pour devenir seul roi des Francs jusqu'en 675, date à laquelle il se fait assassiner par sa propre cour qui ne l'aimait pas plus que ça apparemment. Mais Hébroïne, là le fameux, il a pas dit son dernier mot. À la mort de Childéric, il récupère un gamin de 5 ans ben on sait pas trop d'où en fait, un certain Clovis III, qu'il prétend être le fils de Clotaire III. Hébroïne parvient à l'imposer sur le trône pour continuer de gouverner tranquillou, mais la supercherie est démasquée au bout d'1 an et Clovis III destitué puis envoyé finir sa vie dans un monastère. S'ensuit une bataille entre Thierry III et Dagobert II pour le titre de roi des Francs. L'assassinat de Dagobert règle le problème et Thierry III règne sur un royaume des Francs réunifié jusqu'en 691. Le premier de ses 3 fils, Clovis IV, récupère le trône à l'âge de 11 ans et c'est Pépin de Herstal, un nouveau maire du palais, qui gouverne à sa place. Clovis meurt à 15 ans d'une maladie inconnue et c'est son frère Childebert IV qui le remplace jusqu'en 711, le temps de mettre au monde Dagobert III, qui devient donc roi des Francs à l'âge de 12 ans. Non mais depuis tout à l'heure là, 11 ans, 12 ans, à cet âge-là, limite je pissais encore au lit, les mecs ils gouvernaient un royaume. Bon ok, ils mouraient 3 ans plus tard, mais quand même c'est cool de gouverner un royaume à 12 ans. Pépin de Herstal décède et c'est son fils aîné Charles Martel, le fameux Charles Martel, qui prend sa place en tant que maire du palais. 1 an plus tard, Dagobert III passe l'arme à gauche et là ça devient compliqué. Enfin, je veux dire encore plus compliqué que depuis tout à l'heure. Chilpéric II, qui est le fils probable de Childéric II, il est proclamé roi de Neustrie en 715, aux grandes dames de Charles Martel qui veut imposer Clotaire IV comme unique roi des Francs. S'ensuivent de sanglantes batailles, d'où Martel et Clotaire sortent victorieux. Sauf que, pas de bol, Clotaire malade meurt en 719. Chilpéric saute sur l'occasion, il demande des excuses auprès de Charles Martel et est proclamé roi des Francs. Bon, il en profitera pas très longtemps, puisqu'il meurt sans descendant 2 ans plus tard. C'est donc Thierry IV, du haut de ses 8 ans, qui reprend le flambeau. Et si t'as un petit peu compris comment ça se passait à l'époque, tu te doutes qu'il a été placé là par Charles Martel, qui de fait règne officieusement sur tout le royaume. En fait, Charles Martel est tellement puissant
important qu'à la mort de Thierry IV, il ne juge même pas bon de désigner un nouveau roi. C'est ce qu'on appelle l'interrègne. De 737 à 743, le royaume des Francs n'a de royaume que le nom, puisqu'il n'y a pas de roi. En 741, c'en est fini de Charles Martel. C'est son fils, Pépin le Bref, le fameux Pépin le Bref, qui devient maire du palais et qui installe sur le trône dans la foulée Childéric III, le fameux Childéric III. Non, là je rigole, j'avoue, je savais pas qui c'était, et même à l'époque, personne savait qui c'était. Quoi qu'il en soit, il le laisse régner pendant 8 ans avant de le destituer et de se proclamer roi lui-même, parce que pourquoi pas. Mais cette décision, elle est pas anodine, parce que c'est alors le début d'une nouvelle ère, les Carolingiens. La dynastie carolingienne commence sans Pépin, sauf un seul, Pépin le Bref, accompagné de sa reine, Bertrade de Laon, dite Berthe au grand pied. Attention, au singulier le pied, faut croire que l'autre était petit. Le couple a 2 enfants, Charles et Carloman. À la mort de leur père, les deux se partagent le royaume des Francs, qui ne reste pas divisé très longtemps. Au bout de 3 ans de règne, Carloman Ier meurt à 20 ans, sans enfant. Pendant 43 ans, Charles, qui se fait appeler Charles le Grand, gouverne donc seul tout le royaume des Francs. Ce sera l'un des règnes les plus longs de notre histoire, ce qui lui permet de conquérir un immense territoire. Et Charles le Grand, je t'assure que tu le connais. En latin, son nom, ça donne Carolus Magnus, soit Charlemagne. Ah, et au passage, Charlemagne est sacré empereur d'Occident en l'an 800, mais on va se contenter du royaume des Francs, c'est déjà suffisamment complexe comme ça. Tout empereur qu'il est, Charlemagne n'est pas immortel et meurt d'une pneumonie en 814. Il a eu 17 enfants avec 7 femmes différentes, la principale étant Hildegarde de Windsgau, qui a enfanté son seul successeur sur le trône, Louis Ier, dit le pieux. Le pieux, le religieux, je précise, pas le pieux, le lit. C'est bon, ça me paraissait... Bon, bref. D'ailleurs, petite anecdote, on le considère comme le tout premier des Louis, mais en fait, non, pas du tout. Tous les Clovis avant, c'était des Louis. C'est juste 2 formes différentes du même prénom. Regarde, prends le prénom Clovis, enlève le C, change le V en U, et voilà, ça te donne Louis. Et on peut même remonter encore plus loin. Comme les Francs, à la base, ce sont des Germains, Clovis, ça vient de Lodovic. Du coup, Clovis, Louis, Ludovic, tout ça, c'est la même chose. Enfin bref, on n'est pas là pour faire de l'étymologie. Louis le Pieux fait 4 enfants, Pépin, Lothaire, Louis et Charles, mais seuls les 3 derniers sont toujours vivants quand leur père décède en 840. Et laisse-moi te dire que ça leur fait plutôt plaisir, ils ont pas arrêté de lui faire la guerre pour prendre sa place bien avant sa mort. S'ensuivent 3 années très chaotiques où les 3 successeurs se disputent l'empire carolingien jusqu'au traité de Verdun, qui divise le territoire en 3 royaumes. Celui qui nous intéresse, la Francie occidentale, qui correspond en gros à la majeure partie de la France, revient à Charles, qui devient donc Charles II le Chauve. C'est moins stylé que le Pieux, comme son père, mais c'est comme ça. Au moins c'est mieux que son fils aîné et successeur, Louis II le Bègue. Et ce qui mettait des heures à faire ses discours royaux, l'histoire ne le dit pas, mais en tout cas il aura pas eu l'occasion d'en faire beaucoup, puisque le Bègue meurt 1 an et 6 mois après son accession au pouvoir, alors que sa seconde épouse est enceinte de son 3e fils, Charles. Parce que avant d'avoir le petit Charles, Louis a eu 2 autres fils, Louis III et Carloman II, qui, chose unique dans l'histoire de France, vont co-régner sur le royaume des Francs pendant 3 ans, sans jamais essayer de se tuer l'un l'autre, même pas une seule fois. Faut dire qu'ils ont déjà fort à faire avec les invasions vikings qui ravagent les côtes normandes et qui remontent même les fleuves pour faire des incursions dans tout le territoire franc. Et en plus, Robert le Fort, un super chef militaire trop badass qui avait vaillamment repoussé les assauts vikings quelques décennies auparavant, il est plus là. Enfin bref, Louis III meurt en 882, Carloman II reste seul sur le trône pendant 2 ans avant de mourir à l'âge de 17 ans sans descendance. Comme son petit frère Charles est encore un bébé, c'est Charles le Gros qui vient faire l'intérim. Mais c'est qui celui-là, Charles le Gros? C'est simple, c'est le fils de Louis de Germanie qui avait récupéré le royaume de Francie orientale après le traité de Verdun. Du coup, Charles III, aka Fat Charlie, à partir de 884, il règne sur les 2 Francies, orientale et occidentale. Mais comme il se fait régulièrement bourriner par les Vikings, il est viré du trône 4 ans plus tard, jugé trop faible pour mériter le titre de roi des Francs de l'Ouest. C'est donc Eudes qui est choisi par les nobles pour le remplacer. Eudes, il a pas de filiation royale, mais il débarque pas de nulle part non plus. C'est le fils de Robert le Fort, dont on vient de parler. Sauf que pendant ce temps, le petit Charles a bien grandi, et en 898, quand Eudes décède, c'est lui qui prend sa place, devenant au passage Charles III le Simple. 24 ans plus tard, il se fait destituer du pouvoir par ses nobles, et c'est le frère d'Eudes, Robert, qui devient roi. Bien évidemment, Charles ne se laisse pas faire, et après 1 an de combat entre les 2 hommes, ils se retrouvent finalement sur la bataille de Soissons pour régler leur compte, et ils perdent
perdent tous les deux la vie. Le trône revient ensuite à Raoul de Bourgogne, un neveu par alliance de Charles II le Chauve, qui lui est élu par la noblesse dirigeante. Alors, il avait beau être cool, Raoul, il est quand même mort parce qu'il avait trop de poux. Et je parle de l'animal, parce que sinon il serait mort d'hypertension, ce qui a rien à voir. Toujours est-il que Raoul n'avait pas d'enfant pour lui succéder, et Hugues le Grand, fils de Robert Ier et marquis de Neustrie, est pressenti pour la couronne de Francie. Mais là, surprise, encore retournement de situation, Hugues il se dit que la couronne, bof, marquis c'est tout aussi classe et beaucoup moins prise de tête. Il choisit alors de rappeler Louis IV d'Outre-mer, fils de Charles III le Simple et d'Edwige de Wessex, qui avait fui en Angleterre avec sa mère après la déchéance de son père, d'où son surnom d'ailleurs, d'Outre-mer. Au bout de 18 ans de règne, Louis va mourir bêtement en chutant de son cheval pendant une balade. C'est mieux que l'époux, on est d'accord là-dessus, mais on a quand même vu plus badass comme mort. Louis laisse derrière lui une veuve, Gerberge de Saxe, c'est un prénom tout aussi chiant à prononcer qu'il est moche, ainsi que deux fils, Lothaire et Charles, un énième Charles. C'est l'aîné, Lothaire, qui reprend le flambeau en 954 à l'âge de 13 ans. Après 32 ans de règne essentiellement passé à se friter contre le Saint-Empire germanique, il meurt subitement d'une cause inconnue, peut-être d'un empoisonnement, on sait pas trop. À ce moment-là, Lothaire a encore deux fils en vie, Louis et Arnoul, mais comme le deuxième est un bâtard, un fils illégitime quoi, la question se pose pas quant à la succession. Louis monte sur le trône et devient Louis V dit le fainéant, qui meurt à peine un an plus tard, comme son grand-père, des suites d'une chute de cheval. En même temps, c'était un petit peu les accidents de voiture de l'époque. Quoi qu'il en soit, cette chute n'est pas sans conséquence puisqu'elle provoque carrément la chute de la dynastie carolingienne. Normalement, c'est Charles de Lorraine, héritier carolingien, qui aurait dû prendre la suite de Louis V. Mais non, c'est le puissant duc des Francs, fils d'Hugues le Grand, qui se fait sacrer à sa place, et ce duc, tu connais sûrement son nom, Hugues Capet, fondateur de la très longue dynastie des Capétiens. Avec son épouse, Adélaïde d'Aquitaine, Hugues a plusieurs enfants, dont un seul garçon, Robert II le Pieux. C'est donc lui qui va malheureusement devoir faire face au grand bug de l'an 1000, mais heureusement pour lui, Internet n'a pas encore été inventé, donc ça va. Robert II va rester à la tête de la Francie occidentale pendant 35 ans, accompagné de sa fidèle reine Constance d'Arles. Un règne si long qu'il va co-régner avec son fils aîné, Hugues, qui mourra avant son père. Deux de ses frères, Henri et Robert, sont néanmoins toujours vivants en 1031, quand la couronne est à pourvoir. Leur père avait désigné Henri comme successeur, au grand dame de sa mère qu'il trouvait beaucoup trop efféminé pour mériter le titre de roi des Francs. Alors il était peut-être efféminé, mais Henri Ier a quand même régné pendant 29 ans, et pour l'époque c'est pas rien. Après lui s'ensuit une longue période où clairement les rois de France n'avaient plus trop envie de se fouler pour trouver un nom pour leur successeur. Philippe, Louis, Louis, Philippe, Louis, Louis, Philippe, Philippe, Louis. Mon Dieu, ce qu'il est loin, le temps des Sigebert, Childéric et autres Caribert. Vient ensuite Jean Ier, dit le posthume. Posthume parce qu'il est né quelques mois après la mort de son père, ce qui en fait d'ailleurs le seul roi de l'histoire de France à avoir régné de sa naissance à sa mort. Bon ok, c'est aussi le règne le plus court de l'histoire puisqu'il est mort 4 jours après sa naissance, mais quand même c'est un record. C'est donc son oncle, Philippe, dit le Long, qui hérite du royaume. Son règne ne dure que 6 petites années, ce qui reste quand même vachement plus long que celui de Jean, je te l'accorde. Pas de bol pour Philippe, il a 4 enfants quand il décède, mais aucun garçon. C'est son frère, Charles IV le Bel, qui prend sa place. Le grand comeback des Charles, qui avait disparu de la circulation depuis Charles III le Simple, il y a plus de 350 ans. Un retour plutôt éphémère puisque comme son prédécesseur, Charles IV meurt après 6 années passées sur le trône, or il n'a aucun successeur légitime. C'est donc la fin de l'ère des Capétiens et le début de l'ère des Valois. La couronne revient au cousin de Charles IV, Philippe VI de Valois. Pour comprendre d'où il vient, il faut remonter jusqu'à Philippe IV. Bon ce Philippe IV, il avait un frère, Charles de Valois, qui est donc le père de Philippe VI. Comme je te l'ai dit, ça marque la fin de la dynastie capétienne directe et le début de celle des Valois. Avec sa première épouse, Jeanne de Bourgogne, le premier des Valois a 2 fils, Jean et Philippe. C'est pas parce qu'on change de dynastie qu'ils ont plus d'inspiration pour les prénoms les mecs. C'est l'aîné, Jean, qui succède à son père en 1350 pour devenir Jean II le Bon. Et non, je ne ferai aucune blague sur la charcuterie, pas si bon que ça en plus le Jean, puisqu'à sa mort en 1364, merci la peste et la guerre de 100 ans, il laisse derrière lui un pays ruiné, à feu et à sang, dont hérite son fils Charles V le Sage. Bonne chance à lui. Heureusement, Charles est très instruit, notamment connu pour avoir fondé la première librairie royale, l'ancêtre de la Bibliothèque nationale. En 1380, il laisse à son fils aîné Charles VI une France restructurée et apaisée. Tout s'annonce donc plutôt bien pour lui, jusqu'en 1390
1792 quand sa schizophrénie se déclenche. Il attaque sa propre troupe et tue 4 personnes avant d'être maîtrisé. Considéré trop instable pour assurer le pouvoir, hein, ça se comprend un petit peu, ce sont ses régents qui le feront à sa place jusqu'à sa mort en 1422. Un seul de ses fils est encore en vie à ce moment-là, il s'agit de Charles VII dont le règne est indissociable de l'épopée de Jeanne d'Arc. Avec son épouse Marie d'Anjou, ils font plus d'une dizaine d'enfants, mais seulement 2 garçons sont toujours là quand leur père décède en 1461. Louis XI le Prudent, le fils aîné qui accède donc au trône, et Charles qui ne cessera de comploter pour renverser son frangin sans jamais y parvenir. Pas de ça pour la prochaine génération, puisque Louis XI n'a qu'un seul fils, Charles VIII. Ce dernier épouse Anne de Bretagne, mais meurt sans successeur, à seulement 27 ans, après s'être pris une poutre dans le crâne en courant rejoindre une partie de jeu de paume. C'est plutôt ballot. Faut donc aller chercher un cousin éloigné de Charles VIII, descendant de Charles V, qui prend le nom de Louis XII, le père du peuple. Et tant qu'à faire, pourquoi ne pas se marier avec Anne de Bretagne, la veuve de son prédécesseur? Mais comme avec ce dernier, les seuls enfants survivants qu'Anne lui fera sont des filles, Claude et Renée. Résultat, aucun successeur pour assurer la lignée. Il faut donc remonter à nouveau l'arbre pour trouver un autre cousin de Louis XII, François Ier, qui prend la relève et se marie au passage avec Claude. François Ier, j'imagine que le nom te parle, hein, c'est le roi emblématique de la Renaissance française qui a gouverné de 1515 jusqu'à sa mort en 1547. Son fils aîné, François, ayant disparu peu après sa 18e année, c'est le cadet Henri II qui lui succède. C'est ce dernier qui s'est notamment marié avec la fameuse Catherine de Médicis, reine de France connue pour sa longévité. La preuve, après la mort de son mari des suites d'un accident lors d'un tournoi de chevalerie, elle supervise les règnes des 3 prochains rois, à savoir ses 3 fils. Son fils aîné tout d'abord, François II, qui décède à 16 ans après une petite année passée sur le trône. Son frère Charles IX n'a que 10 ans quand il le remplace, et c'est une nouvelle fois Catherine de Médicis qui tire les ficelles jusqu'à sa majorité. Charles meurt en 1574 en ne laissant derrière lui qu'un seul fils illégitime. C'est donc Henri III qui débarque, 3e et dernier fils de la reine Médicis. Les deux vont d'ailleurs mourir la même année, en 1589. La première, de vieillesse quand même, tandis qu'Henri III se fait sauvagement assassiner par Jacques Clément, un moine qui en voulait au roi de délaisser les fondements du catholicisme. Pour l'anecdote, après s'être pris un coup de couteau dans le ventre, Henri III a giflé son agresseur avant de s'exclamer « Ah, méchant, tu m'as tué !» Bon, c'est pas pour me moquer, mais on a quand même connu des ultimes répliques un petit peu plus classe. Sans descendance, le suzerain a quand même le temps de désigner Henri de Navarre comme héritier du royaume de France avant de succomber de ses blessures. Un choix qui met donc fin à la dynastie des Valois et qui précipite la France dans l'ère des Bourbons. Et non pas des whisky, hein. T'as compris la blague, hein, un Bourbon. Ok, on passe au Bourbon. Henri de Navarre, connu sous le nom d'Henri IV le Grand, ne vient pas non plus de nulle part. Mais il faut remonter très très loin dans notre arbre pour retrouver sa trace. C'est l'arrière, arrière, 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 arrière petit-fils de Louis IX. Et c'est surtout le mari de Marguerite de Valois, aka la fameuse reine Margot. Ce qui fait d'Henri IV le beau-frère et surtout le petit-fils du beau-frère du grand-père de son prédécesseur. C'est pas très compliqué. Depuis 1572, il est roi de Navarre avant de prendre également la tête du royaume de France. Quelques années plus tard, il prend pour seconde épouse Marie de Médicis, mais rebelote, comme Henri III, il se fait poignarder à mort par François Ravaillac dans une petite rue de Paris. C'est ici. Il a alors 3 fils, Louis, Gaston et un 3e enfant qu'on ne connaît maintenant que sous le pseudonyme de Monsieur d'Orléans. Sans surprise, c'est l'aîné qui récupère les sceptres de France et de Navarre. Son successeur, tout le monde le connaît, il fallait bien qu'il arrive à un moment dans cette vidéo, son fils aîné, Louis XIV. Et quoi qu'en dise la théorie de l'homme au masque de fer, on ne lui connaît qu'un frère cadet, Philippe d'Orléans. Le roi Soleil hérite de la couronne très jeune, à 5 ans, ce qui lui permet de connaître le règne le plus long de l'histoire de France, 72 années, de 1643 à 1715, même si jusqu'à sa majorité, c'est sa mère qui gouverne pour lui. Dis-toi, le règne de Louis XIV est si long que c'est son arrière-petit-fils, Louis XV, qui lui succède. Au départ, sa régence est assurée par le fils de Philippe d'Orléans, qui s'appelle aussi Philippe d'Orléans, hein, comme si c'était déjà pas assez bordélique comme ça. Louis XV meurt quelques années après son fils aîné, Louis Ferdinand, c'est donc le petit-fils, Louis XVI, qui lui succède. La suite, pour lui comme pour sa femme Marie-Antoinette, tu la connais. Petit détail tout de même, quand il accède au pouvoir, Louis XVI est roi de France. En 1791, la toute première constitution est promulguée et le statut de Louis XVI change, il devient le roi des Français. Enfin, pas pour très longtemps quoi. Après l'exécution, les royalistes reconnaissent son seul fils comme successeur sous le nom de Louis XVII, mais ce dernier n'est jamais sacré et meurt en prison le 8 juin 1795 à l'âge de 10 ans.
Pour la première fois de son histoire, la France va tester un tout nouveau régime politique, la République, mais c'est pas le sujet. Nous, ce qui nous intéresse, ce sont les monarques. Et il faut pas attendre très longtemps pour en retrouver un à la tête du pays. Le 2 décembre 1804, Napoléon Bonaparte se fait sacrer empereur. Un peu moins de 10 ans plus tard, il est déchu par le Sénat. Napoléon abdique, mais essaye quand même de mettre au pouvoir son fils, Napoléon II, qu'il a eu il y a 3 ans de ça avec sa seconde épouse, Marie-Louise d'Autriche. Et c'est un échec. C'est finalement à Louis XVIII que revient le pouvoir en 1814. Lui, c'est le frère cadet de Louis XVI. Son règne ne va pas durer très longtemps, à peine plus d'1 an, puisqu'il s'enfuit quand il apprend le retour de Napoléon Ier. Ce dernier récupère le pouvoir pour une période de 100 jours avant de devoir à nouveau abdiquer. Louis XVIII flaire le bon coup et fait son retour sur le trône. Il est le dernier monarque de France mort au pouvoir. C'est son frère, Charles X, qui lui succède et devient donc roi de France à 67 ans. 6 ans plus tard, il se fait renverser par une nouvelle révolution qui porte sur le trône Louis-Philippe Ier, dit le roi citoyen. Louis-Philippe Ier, c'est l'arrière-petit-fils de Philippe d'Orléans, tu te souviens, le régent au début du règne de Louis XV. Par la même occasion, il s'agit en fait de l'arrière-petit-fils de Louis XIII. Ils sont quand même allés le chercher loin. Enfin bref, le roi citoyen est lui aussi confronté, après 18 ans d'exercice du pouvoir, à une révolte populaire, la révolution de 1848. Louis-Philippe abdique et l'Assemblée proclame la Deuxième République. C'est alors le fils du frère de Napoléon Ier, Louis-Napoléon Bonaparte, qui est élu président de cette dernière. Un titre qui ne lui suffit visiblement pas, puisqu'il mène un coup d'état en décembre 1851, se fait proclamer empereur 1 an plus tard, et se fait donc baptiser Napoléon III. Bah ouais, forcément, on passe de Napoléon I à Napoléon III, parce qu'il y avait eu son fils Napoléon II, enfin bon, c'est comme ça. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est le début du Second Empire, qui ne prendra fin qu'en 1870, quand il se fait capturer lors de la bataille de Sedan contre les armées prusses de Bismarck. Le lendemain, la Troisième République est proclamée, et c'est ainsi que s'achève la longue et tumultueuse histoire des monarques de France. Ah oui, et pour finir sur une petite anecdote, l'actuel prétendant au trône soutenu par les royalistes qui restent, il est descendant des Bourbons et il s'appelle Louis de Bourbon, aka Louis Double Cross. Merci au grand CGP Grey d'avoir fait il y a longtemps une vidéo sur la noblesse anglaise et de m'avoir donné le courage de faire l'équivalent de l'autre côté de la Manche, parce que du courage, il en a fallu. En tout, si j'ai bien compté, dans cette vidéo, je t'ai parlé de 183 personnes, dont 88 rois, qu'ils soient des Francs, des Français ou de France. Bref, si ça t'a plu, mets-moi un petit pouce bleu, abonne-toi et à très vite pour une prochaine vidéo. Salut Internet. Allez les amis, c'est déjà fini. On se retrouve mercredi prochain pour le numéro 3 de Détect Mission. Mettez des commentaires et des pouces vers le haut si ça vous a plu. À la prochaine.